Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo sur l'authentification avec ASP.NET. Cette vidéo fait suite à la première dans laquelle j'abordais les concepts de base d'authentification et d'autorisation avec ASP.NET. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment personnaliser les pages de connexion et d'inscription. On parlera des User Manager et Role Manager, de Claims et de e-User Store. Et enfin, on configurera ensemble une plateforme d'identité. Pour toutes les pages qu'on a vues précédemment, et bien plus encore, vous avez la possibilité de les personnaliser. C'est ce qu'on appelle du scaffolding ASP.NET Identity, et on va voir juste après comment faire. Les pages que vous pouvez personnaliser sont celles-ci. Les pages autour de l'authentification, comme la connexion, la déconnexion et l'inscription. Les pages autour de l'authentification à double facteur. Les pages autour de la gestion du compte utilisateur, comme le changement de mot de passe ou d'email, la gestion des données personnelles, l'activation de l'authentification à deux facteurs, les pages autour du mot de passe oublié et les pages autour du mail de confirmation. Je vous propose déjà de faire un exemple ensemble pour activer la double authentification. Pour ça, je vais reprendre le projet initié dans la première vidéo, et pour surcharger une page ASP.NET Identity, je vais faire un clic droit sur mon projet, ajouter, nouvel élément généré automatiquement. Dans le menu à gauche, je vais sélectionner Identité, puis je clique sur Ajouter. Il y a un petit temps de chargement, le temps pour Visual Studio d'aller chercher les modèles. Sur cette fenêtre, je vois la liste de toutes les pages que je peux surcharger, et en l'occurrence, celle qui m'intéresse, c'est Enable Authenticator. En dessous, je vais sélectionner ma classe Context Entity, puis je clique sur Ajouter. Donc là, rien de visible pour l'instant, mais si je vais sur Area, Identity, Page, je vois que j'ai un dossier ici Account qui est apparu, Manage, et à l'intérieur, je vais retrouver enableauthenticator.cshtml. Je vais l'ouvrir et je vois le contenu de la page, et on voit ici en ligne 26 qu'une div est prévue pour l'ajout d'un QR code. Donc avant toute chose, je vais télécharger une petite bibliothèque JavaScript qui va me permettre de générer des QR codes. Il s'agit de cette petite bibliothèque, QR code JS. Je vous mets le lien dans la description. Je vais venir ajouter ça dans wroot lib. On voit que j'ai bien QR code JS et QR code.min.js. Et dans ma page ici, la première chose que je vais faire, c'est dans section script, je vais venir ajouter une référence script src égale vers lib QR code JS QR code min.js. Puis on voit ici que GitHub Copilot a compris ce que je voulais faire, donc je vais accepter ce qu'il me propose. Je vais bien fermer ici la balise script. Et donc ce que je souhaite faire, c'est qu'en fait ici, vous voyez, il y a une div QR code data avec un data URL qui va contenir l'authenticator URI. Et bien je vais venir ici récupérer le contenu donc, de l'URL qui est présente ici, et je vais créer un nouveau QR code à l'aide de la bibliothèque que j'ai téléchargée dans la div QR code qui va prendre du coup cette URI. C'est un QR code qui va faire 200 sur 200 de taille. Et donc juste avant de lancer l'application, je vais quand même aller modifier ici, là en dépliant, la page Enable Authenticator CSHTML. Donc là, on a toute la logique qui permet de gérer cette page. Et tout en bas, j'ai Generate QR Code URI, ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir modifier ici le nom de l'application. C'est le titre qui va être affiché dans l'application d'Authenticator. Donc, je vais l'appeler, moi, ici, Demo Identity. Et je lance mon application. Si je me connecte et que je me rends sur mon compte, Two Factor Authentication, je vais pouvoir ajouter une app et on voit que désormais j'ai un QR code qui apparaît ici et quand je passe ma souris dessus, on voit l'URL qui est présente derrière. Ici, moi je vais pas le scanner, mais si vous le scannez avec votre téléphone et avec votre application d'Authenticator, eh bien vous pourrez voir apparaître dans votre liste simplement un Demo Identity avec entre parenthèses, le nom du compte, à savoir toto@monmail.fr. Et si je regarde en faisant inspecter, on voit bien que ici, dans QR Code Data, j'ai bien l'URL dont je vous parlais, et qu'on retrouve, du coup, ici en title, qui va être utilisé donc dans le QR code qui est généré ici. De retour au cours, pour le moment, on a vu comment utiliser les pages mises à disposition par ASP.NET Identity, et on a dû, dans la précédente vidéo, faire des actions directement en base de données pour créer un rôle et y ajouter un utilisateur. En réalité, il y a deux classes importantes qui vont nous permettre de gérer les utilisateurs et leur rôle, User Manager et Role Manager. User Manager, c'est la classe qui va vous permettre de gérer les comptes utilisateurs. On va y retrouver des fonctionnalités comme la création d'un utilisateur, le changement de son mot de passe, la vérification de son email, l'activation ou la désactivation d'un compte, l'ajout d'un rôle à l'utilisateur, etc. etc. Dans l'exemple de code ici, je crée un utilisateur, je vérifie si son adresse mail est confirmée, alors évidemment ce ne sera pas le cas puisque je viens de le créer, je l'ajoute au rôle admin et je vérifie s'il possède bien ce rôle. Role Manager, c'est l'équivalent du User Manager mais pour la gestion des rôles. On y retrouve les fonctions de création, de modification et de suppression de rôles. Ce que ça signifie, c'est que désormais vous allez pouvoir créer votre propre interface d'administration en vous appuyant sur ces deux classes, voire créer vos propres pages d'inscription, de connexion, etc. J'ai vaguement parlé des claims dans la première
première vidéo et c'est le moment de revenir dessus. Les claims, ce sont des informations qui vont être stockées directement dans l'identité de l'utilisateur et qui vont permettre de définir des stratégies d'autorisation plus poussées et plus flexibles que les rôles. Elles peuvent être persistées dans la table ASP.NET User Claims à l'aide du User Manager. Par exemple, usermanager.addClaimsAsync user new claim PI FR. Donc ici, j'ajoute une claim qui s'appelle PI avec la valeur FR à l'utilisateur que je passe en paramètre. Je peux dans mon code récupérer le contenu d'une claim de l'utilisateur connecté de cette manière, user.findFirstValue age ou user.findFirstAge .value, qui dans les deux cas me retourne une chaîne de caractères. Ici, je veux un âge, donc je le parse en int et après j'en fais ce que je veux. De la même manière, je peux directement vérifier si une claim possède une certaine valeur. Par exemple, je veux m'assurer que le PI est FR à l'aide de user.asClaim PI FR, qui va me retourner un booléen, true ou false, selon qu'il possède bien cette claim avec cette valeur. Pour donner un exemple d'utilisation basé sur les stratégies d'autorisation avec les claims, je développe une application de pari en ligne et pour parier, il faut que les membres aient plus de 18 ans. Dans Add Authorization de mon fichier programme.cs, je vais définir une nouvelle stratégie à l'aide de Add Policy en lui donnant un nom, membre et adulte par exemple. Puis je définis que cette stratégie requiert le rôle membre, il faut déjà être connecté, être membre, et que l'assertion suivante retourne true. Je récupère donc ma claim âge et je vérifie qu'elle soit au moins égale à 18 ans. Maintenant, je peux utiliser cette stratégie, par exemple, dans mon contrôleur, avec authorize, entre parenthèses, policy égale membre et adulte. Donc vous noterez que dans la précédente vidéo, on avait utilisé rôle égal. Là, on va utiliser plutôt policy égale membre et adulte. Vous pourriez vous servir des claims pour définir des autorisations particulières. Par exemple, je pourrais avoir une interface d'administration qui n'est accessible qu'avec le rôle admin. Mais à l'intérieur, certaines fonctionnalités sont réservées à certains utilisateurs uniquement. Donc ils doivent être admin et en plus posséder une claim particulière. On a parlé aussi dans la première vidéo de la table ASP.NET User qui contient un certain nombre de champs, mais vous pourriez avoir besoin d'en ajouter. Pour ça, vous allez devoir créer votre propre classe User, par exemple AppUser, qui hérite d'Identity User, et y ajouter les champs qui vous intéressent. L'attribut Personal Data permet d'indiquer à Identity qu'il s'agit de données personnelles de l'utilisateur, ce qui permet de se conformer notamment au RGPD en Europe. Lorsque l'utilisateur souhaite télécharger ses données personnelles ou les supprimer depuis son compte, eh bien ce sont ces données qui seront impactées. Dans la classe programme, remplacez Identity User dans Add Default Identity par AppUser, ou le nom de votre classe. Dans la classe ApplicationDBContext, ajoutez entre chevrons AppUser après l'héritage de IdentityDBContext. Pensez à modifier aussi la classe IdentityUser par AppUser dans vos utilisations de User Manager, comme dans le login partial.cshtml. Et enfin, dans la console UCR de Package Nugget, ajoutez une migration avec Add Migration et le nom que vous souhaitez, et mettez à jour la base de données avec Update Database. Après tout ça, vos nouveaux champs font partie de la table ASP.NET User et sont récupérables dans votre application. Alors jusqu'à présent, on a utilisé User Manager pour gérer les utilisateurs dans notre application ASP.NET Identity, mais User Manager ne stocke pas lui-même les utilisateurs. En fait, il s'appuie sur un système appelé eUserStore, TUser. C'est une interface qui définit comment les utilisateurs sont stockés. Le User Store par défaut d'ASP.NET Identity, c'est une base de données avec Entity Framework, mais vous pouvez définir ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple travailler avec une API, une base NoSQL, un fichier, etc. etc. C'est vous qui voyez. Par exemple, je crée une classe monUserStore, je la fais hériter de eUserStore de AppUser, et je dois implémenter tous les membres de l'interface eUserStore. Ici, je devrais par exemple coder la logique pour créer un utilisateur ou le supprimer. Enfin, il suffit dans programme.cs de lui dire d'utiliser ce userStore de cette manière, add userStore de mon userStore. A noter qu'implémenter uniquement userStore ne suffira pas. Pour être complet, il va falloir également implémenter eUserPasswordStore, eUserEmailStore, eUserRoleStore, eUserSecurityStampStore, bref, autant d'interfaces qui vont ajouter des méthodes supplémentaires pour la gestion de mots de passe, d'email, la gestion des rôles, des tokens de sécurité, etc. Enfin, sur le même principe, vous pouvez créer votre propre RoleStore qui implémente eRoleStore et s'ajoute de la même manière dans programme.cs. Je vous propose maintenant une démonstration d'utilisation de User Manager et Role Manager, et pour gagner du temps, je ne vais pas m'attarder sur l'interface graphique. Si vous voulez, je vous mets en commentaire un lien pour télécharger le projet avec les vues que j'ai déjà faites à l'avance. Donc je repars de mon projet, je vais replier ça, et pour être propre, je vais créer ici une nouvelle zone. Cette zone, je vais l'appeler admin, et en fait, ça va me permettre d'isoler tout ce qui va relever de l'administration de l'application du reste des fonctionnalités. Donc là, il m'indique que je dois ajouter ma nouvelle route dans mon fichier programme.cs. Donc je vais venir ici, app.mapControllerRoute. Donc vous voyez que c'est une route qui prend en charge en plus l'AREA. Ici dans admin, je vais venir créer un nouveau contrôleur MVC vide. Je vais l'appeler user controller. Les deux premières choses que je vais faire, c'est d'une part,
je vais lui mettre une area admin. Et d'autre part, étant donné que c'est l'interface d'administration, bah, je vais lui dire que j'autorise uniquement les membres qui possèdent le rôle admin. Je vais aller chercher les vues et view model que je vous ai mis à disposition. Donc, vous allez voir qu'ici, j'ai d'une part le view start qui indique d'utiliser le layout par défaut. J'ai le view import qui vient chercher les informations où elles sont, avec les différents modèles. Ensuite, j'ai deux dossiers pour les vues qui concernent les rôles et celles qui concernent les users. Et dans modèle, j'ai créé un dossier view model dans lequel j'ai un edit user view model où on va le voir qui va me permettre de créer ou de modifier un utilisateur. La première chose que je vais faire ici, c'est que je vais déclarer un attribut read-only user manager. Alors non pas de identity user ici, mais de app user. Alors ce app user, je vais aller le créer. Je vais me le créer ici dans modèle, classe, app user. Ou en appeler, on a dit qu'elle doit hériter de identity user, cette classe. Et ici, je vais venir ajouter trois champs que je souhaite utiliser. Public, string, alors non pas first name, mais ici, ça va être adresse rue. On va mettre un point d'interrogation ici. On va mettre un attribut personal data. Et je vais copier-coller ce champ, puisque ici, je vais mettre adresse code postal et adresse ville. Cette classe app user, bah, vous vous rappelez, je vais aller ici dans application db context et je vais l'ajouter ici. Voilà, pour indiquer que désormais, on utilise cette classe-là. Je vais également aller dans mon programme.cs ici pour lui dire que à la place d'identity user, on va utiliser app user. Et je vais également aller dans login partial ici, qui utilise identity user, pour remplacer par app user. Je vais tout de suite aller ici, console de package, pour ajouter une migration, build failed, alors j'ai une erreur dans ma solution, alors effectivement ici je vais l'utiliser, il me manquait le using, si je réessaye, voilà, donc là il m'a bien créé ma migration, on voit qu'il va ajouter donc ces trois champs, adresse, code postal, rue et ville. Alors moi ça me gêne un peu là qu'ils mettent des varchars de max, donc je vais lui dire varchar de 5, et ici je vais lui dire 50, et ici 50 aussi. Et une fois que ça c'est fait, ben, on va faire un update database, et si je regarde dans ma table ASP.NET User, colonne, on voit qu'ici ils ont bien été ajoutés, c'est bien des champs nulables avec donc les types que j'ai mis. Si je reviens sur mon user controller, ce que je souhaite faire dans un premier temps, bah, c'est utiliser le user manager. Je souhaite également importer le role manager, puisque je vais en avoir besoin. Lorsque je vais créer un utilisateur ou le modifier, je souhaite pouvoir lui attribuer des rôles. Et ici, je souhaite créer un contrôleur, et ce contrôleur, il va accepter en injection de dépendance du coup, le user manager et le role manager pour l'attribuer au-dessus. Et donc la première chose que je souhaite faire ici, je vais définir que cette méthode déjà est asynchrone, et à ma vue index, je vais lui retourner ici await usermanager.users.toListSync, et donc là je vais retourner la totalité de mes utilisateurs. Donc on peut tester ça tout de suite, je lance l'application, j'arrive ici, je suis bien connecté, et donc ici dans l'URL, je vais venir ajouter /admin/users/index. J'arrive bien sur cette vue, où là j'ai décidé d'ajouter un utilisateur. Je vois la liste de mes utilisateurs, actuellement j'en ai qu'un, du coup, toto@monmail.fr. Je vois que son email est confirmé, j'ai pas d'adresse puisque je viens d'ajouter les champs. Je pourrais le modifier ou le supprimer. En l'occurrence, j'ai pas encore fait ces actions-là, et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. La deuxième étape ici, bah, je vais devoir créer une fonction create. Donc public, async, task, action result, create. Et donc là, on voit qu'il n'a pas trop compris ce que je voulais faire. Et donc dans mon create, bah, la première chose que je vais devoir faire, c'est effectivement d'aller récupérer mes rôles pour pouvoir les envoyer. var role await role manager.role.toListSync, de la même manière que je l'ai fait pour les utilisateurs dans l'action index. Et puis, ce que je souhaite aussi, eh bien, c'est initier mon view model que j'ai ici. Vous voyez que dans mon view model, j'ai un identifiant, un username, un email, un mot de passe, adresse rue, code postal, ville, et j'ai une liste de rôles ici. Cette liste de rôles, c'est un deuxième view model qui est présent ici avec l'ID du rôle, le role name et savoir s'il est sélectionné ou pas. Donc quand on va créer un utilisateur, évidemment, il n'y en aura pas de sélectionné, mais quand on va le modifier, on va devoir gérer cette partie-là. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un modèle, new edit user model, il me manque un using, et on voit qu'il a compris ce que je souhaite faire. Il manque juste une chose ici, select false, puisque lorsque j'arrive ici, ce n'est pas sélectionné. Et enfin, ici, bah, je vais simplement lui retourner le modèle. Voilà. Donc ça, si je lance mon application, on va voir déjà que je peux arriver sur la page. Donc je réaccède ici, là, je fais ajouter un utilisateur, et on voit que j'ai bien ici une liste de rôles qui existe en base de données. Donc pour l'instant, j'en ai qu'un, c'est le rôle admin. Et ensuite, je peux renseigner donc les autres champs.
Ça, c'est la méthode get pour create. On va donc créer désormais la méthode post. Alors, on voit que Copilot semble avoir compris ce que je veux faire. Alors, je vais accepter dans un premier temps ce qu'il me propose. Et donc, ce qu'il me propose, c'est pas mal. C'est ce que j'allais pour faire. Donc ici, on commence par tester est-ce que le model state est valide. Donc, est-ce que j'ai bien renseigné tous les champs comme je devais. Je crée mon app user à partir donc, de mon view model avec le username, l'email, l'adresse rue, code postal, ville. J'utilise mon user manager pour créer un nouvel utilisateur en lui passant donc le user que je viens de créer et le mot de passe. Si le résultat est en succès, puisqu'il va me retourner ici un identity result, donc si c'est en succès, à ce moment-là, je parcours les rôles que j'ai sélectionnés dans mon écran pour venir donc les ajouter à l'utilisateur. Et enfin, si tout s'est bien passé, je redirige vers l'action index. Si c'est pas le cas, eh bien ici, je parcours les erreurs, je les ajoute à mon model state et je retourne ensuite vers la même vue, ma vue create, avec donc le modèle pour afficher donc les erreurs. Si on essaie ça, ici, je vais créer un nom d'utilisateur que je vais appeler Titi et vous allez voir que désormais, vu que j'ai la main sur la manière de créer le username, eh bien je suis pas obligé de lui mettre une adresse mail. titi@monmail.fr. Mot de passe, je vais lui mettre le même. Rue, je vais mettre 1 rue de l'hôtel de ville, 75 000 Paris, et je vais dire qu'il est administrateur. Je crée mon utilisateur, et là j'ai une erreur. Alors j'ai une erreur, pourquoi? C'est de ma faute. C'est qu'en fait, donc là je lui passe un rôle, sauf qu'en fait lui il a besoin du rôle normalisé. Et quand j'ai créé mon rôle tout à l'heure, je lui ai pas mis ici de normaliser name. Donc ici je vais mettre admin, et comme ça il sera content. Donc je relance, mon utilisateur a été créé avec la bonne adresse, et juste l'email confirmé est à non. Maintenant on va faire la modification. Ça va aller assez vite la modification, puisque c'est la même chose que la création. Donc ici simplement, edit, je commence par récupérer donc avec le user manager, je récupère le user avec son ID. S'il n'est pas trouvé, je retourne not found. Je récupère ici les rôles que possède l'utilisateur, et ici je récupère tous les rôles. Ensuite je recrée donc mon edit user view model, comme pour la création, en lui attribuant cette fois toutes les valeurs nécessaires. Et puis pour les rôles, je viens ajouter la liste de rôles donc sur tous les rôles qui existent, all rôle. Et ici, pour le selected, je viens vérifier est-ce qu'il possède ou pas le rôle concerné dans ces rôles. Et je retourne. Pour la validation, c'est strictement la même chose que pour la création. On vient juste ici récupérer le user, donc de la même manière que dans la partie get. Et ensuite, on vient modifier les informations. Simplement ici, on teste est-ce qu'il a modifié ou pas le mot de passe. Donc si le champ il reste vide, à ce moment-là, je fais rien. Par contre, si on renseigne quelque chose dans le champ password, ça veut dire qu'on veut modifier le mot de passe. Et donc on peut pas modifier directement le mot de passe. En fait, on doit d'abord générer un token de mise à jour du mot de passe. On le récupère et ensuite on vient reset le password, du coup en mettant le nouveau mot de passe et en lui passant le token qui nous autorise à mettre à jour le mot de passe. Enfin, on fait un update du user. Et pour les rôles, on vient récupérer les rôles actuels qu'il possède. On vient ensuite récupérer les rôles qui ont été sélectionnés dans la vue. On commence par supprimer tous les rôles qu'il possède. Puis, on vient ajouter tous les rôles qui ont été sélectionnés. Et à la fin, on retourne vers la vue index. Si je relance mon application, ici, je retourne sur l'interface. Je vais aller modifier mon utilisateur ici. Je viens cocher admin, enregistrer. Voilà, donc là, je vois pas de différence. Mais si je reviens, on voit qu'il possède bien le rôle admin. Il me reste la suppression à faire. La suppression, elle est assez simple à réaliser. Je vais venir ajouter ici public action delete. Voilà, donc il a la bonne logique, mais il manque juste le principal ici. Await user manager delete async. Donc on commence par récupérer le user comme on le fait pour le edit. On regarde s'il n'existe pas, on retourne not found. Et s'il existe, on va faire delete async du user. Et on retourne non pas vers la vue avec le user ici, mais on va redirect to action, comme ici, vers index. Alors pourquoi ça va marcher? Alors il manque quand même ici, il manque HTTP post. Ça va marcher parce que dans ma vue user index, on voit que ici, donc, j'ai mon tableau d'utilisateur, j'ai mon bouton pour créer un utilisateur, et pour chaque utilisateur ensuite, ici, j'ai un form post qui va pointer vers delete, dans lequel j'ai un bouton, enfin j'ai d'une part un input avec un ID masqué, et ensuite j'ai un bouton ici qui va me permettre de supprimer, donc de faire un submit, de supprimer donc l'utilisateur. Donc si je lance mon application, je vais ici sur mon utilisateur, je fais supprimer, oui, et il a bien été supprimé. La logique va être exactement la même pour les rôles, même encore plus simple, puisque les rôles, il y a juste de l'ajout, modification, suppression. Donc simplement, je vais venir créer ici un contrôleur vide que je vais appeler rôle contrôleur. Je viens copier-coller dedans ce que j'ai déjà fait par ailleurs, mais c'est la même logique. J'implémente mon rôle manager que j'injecte en injection de dépendance dans mon constructeur. Dans l'index, je fais rôle manager.role.toListAsync, comme on avait fait du côté des create et edit pour l'user. J'ai ma vue create où j'ai rien de particulier à faire. Au retour, je teste est-ce que le rôle, le nom, il a bien été renseigné. Si c'est pas le cas, j'ajoute une erreur. Ensuite, je viens créer mon rôle en créant un new identity role et en lui passant donc le role name. Si
Si c'est succès, je retourne à l'index, sinon j'affiche les erreurs, comme pour l'utilisateur. Et pour l'edit, on vient récupérer le role manager find by ID async de l'ID. On retourne à la vue, et même chose, on vient modifier ici. Et pour le delete, eh bien on vient de la même manière ici, récupérer le rôle, on vient le delete, et en cas de succès, on retourne à l'index, sinon on affiche impossible de supprimer le rôle. On teste tout ça, donc à la place de user ici, je vais mettre rôle, j'ai besoin d'être connecté, et donc je peux créer un rôle ici, par exemple gestionnaire, créer, on voit qu'il a bien été créé, je peux aller le modifier, je peux dire finalement je mets un S, et je peux le supprimer de la même manière. Voilà pour cette gestion avec User Manager et Role Manager. Alors avant de terminer cette vidéo, je vous propose de parler de l'authentification par une plateforme d'identité. ASP.NET Identity prend en charge par défaut Facebook, Microsoft, X et Google, mais il est possible d'en configurer d'autres avec des package nuggets tiers. Le plus utilisé étant OpenID Dict, qui permet d'utiliser plus de 90 services web pour la connexion. Pour utiliser ces plateformes, vous allez devoir vous rendre sur le portail développeur de chacune d'elles pour vous créer une application, récupérer les clés de connexion pour les utiliser dans votre application web. Et pour celles prises en charge par défaut par Identity, vous allez installer le package nugget associé, à savoir microsoft.aspnetcore.authentication.facebook, .microsoft, Twitter ou Google. Alors ce que je vous propose, c'est directement d'implémenter ensemble la mise en place de l'authentification Facebook sur notre application web. Alors vous allez devoir vous rendre sur developer.facebook.com et créer une application. Si je vais dans mes applications, donc moi je suis déjà connecté, j'ai déjà une application que j'avais créée, mais ici vous allez cliquer sur créer une app, vous allez lui donner un nom, c'est le nom qui va être affiché lorsque l'utilisateur va se connecter sur votre site, donc sur l'écran intermédiaire Facebook, un email de contact, et vous allez renseigner les différentes pages suivantes. Moi j'en ai déjà une, donc je vais revenir à mon application ici, et sur cette application, vous allez dans un premier temps, donc vous allez voir apparaître vous par ici, moi il est tout en bas parce que j'ai déjà configuré, Facebook Login, donc à la place de paramètres, vous aurez ici configuré, vous allez arriver sur cet écran là, et vous allez devoir donc renseigner une seule chose, c'est l'URL qui est présente ici. Donc moi on voit que j'ai fait des tests sur différentes applications, je vais pouvoir supprimer celle-ci notamment. Donc pour ça vous devez récupérer l'URL de votre application en local. Donc moi si je regarde, je lance mon application, le port c'est 7135. Donc ici je vais simplement mettre ça, 7135/sign-in Facebook. Et je vais pouvoir enlever le premier. Et après, vous cliquez sur enregistrer les modifications en bas à droite. Une fois que c'est fait, vous allez aller ici dans paramètres de l'app, général, et vous allez récupérer l'identifiant et la clé secrète. L'identifiant de l'application, il est là. La clé secrète, elle est là. Vous cliquez sur afficher et vous la copiez. On va en avoir besoin pour configurer l'application. Vous retournez dans Visual Studio, et dans Visual Studio, on va commencer par faire clic droit sur notre application, gérer les packages nuggets, parcourir, et on va chercher un package nugget qui s'appelle microsoft.aspnetcore.authentication.facebook. Et on va l'installer. Voilà. Une fois que c'est fait, on va aller dans notre fichier appsettings.json, et ici, on va venir lui ajouter une section authentification, Il a compris ce que je voulais faire, juste il n'a pas fermé correctement ici tout ça. Et donc ici, vous allez coller l'ID de votre application que vous avez récupéré dans l'onglet général et votre clé secrète, et là d'ailleurs il manque, voilà, votre clé secrète que vous avez aussi récupérée dans votre onglet général. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans notre fichier programme.cs et on va venir simplement ajouter une nouvelle rubrique ici. On va mettre builder.service.add authentication et là on voit qu'il nous propose add Google. Nous ce qu'on veut c'est add Facebook et donc on va préciser l'option app ID et l'option app secret qu'on va chercher dans la configuration. Simplement moi ici il manque un élément dans ce qui m'a généré, authentification, et même chose en dessous, authentification, Donc ça correspond au cheminement que j'ai dans mon appsettings.json, authentification, Facebook, app ID et app secret. Une fois que c'est fait, je peux lancer mon application. Ici, je vais me déconnecter et quand je vais cliquer sur Login, je vois qu'ici, désormais, j'ai Facebook qui apparaît. Et donc, je peux cliquer. Moi, je me suis déjà connecté auparavant, mais vous voyez qu'ici, on retrouve le nom de votre application que vous aviez dans le portail développeur Facebook. Je vais faire continuer. J'arrive ici sur une page intermédiaire qui me demande de lier mon compte Facebook avec un compte local que j'ai, Register. Je clique ici pour confirmer mon compte. Et ensuite, lorsque je vais vouloir me reconnecter, continuer. Cette fois, je suis bien connecté avec mon compte Facebook. Alors par contre, vous notez que si je clique ici, j'ai une erreur. Et en fait, on voit qu'il essaye ici d'utiliser la classe Identity User. Or, moi, j'utilise plus Identity User, j'utilise
app user. Et en fait, ce qui pose problème dans cette erreur, c'est que j'ai oublié ici un app user. Et donc si je relance, désormais j'ai accès à mon compte, comme n'importe quel autre site, et on voit qu'ici, j'ai en plus un nouveau menu qui s'appelle External Logins, dans lequel je vois que je suis connecté avec Facebook. Si je vais dans l'onglet mot de passe, par contre, il me dit que actuellement je n'ai pas de username et de password local pour ce site, et donc si je veux pouvoir me passer à un moment donné de l'authentification externe, il m'encourage en tout cas à créer un mot de passe local. Et voilà, c'est terminé pour cette seconde vidéo qui vous a permis d'aller un peu plus loin avec ASP.NET Identity. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et d'ici là, si vous avez des questions ou remarques, la zone commentaire est à votre disposition sous cette vidéo. À bientôt!